Quand on parle de Spike Lee, on parle sûrement de l'un de mes réalisateurs de prédilection. Alors imaginez la difficulté de choisir un film à présenter dans le tas, tant le mec a juste une demi-douzaine de films cultes à son actif. Et pour la recommandation cinoche du jour, si j'ai d'abord pensé à Do the Right Thing ou Summer of Sam, je reste à mes premiers amours avec He Got Game. Au casting improbable de Denzel Washington, une jeune Mila Jovovich, une encore plus jeune Rosario Dawson et la star NBA Ray Allen, Spike Lee mêle subtilement sa passion pour le basketball à des messages que sa caméra sublime souvent, les douleurs de la rue et les épreuves familiales. Sorti en 1998, il reste aujourd'hui comme l'une de mes œuvres favoris, non seulement sur sa forme, mais aussi sur un fond intelligent, puissant et étudiant avec une précision chirurgicale les relations complexes entre un père et un fils. Vraiment une œuvre à découvrir si vous ne l'avez pas vue, et tiens, c'est drôle mais un duo père-fils complexe, ça me rappelle un peu le film du jour. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça, alors si on compte pas le film évidemment avec CM Punk qui était sorti en 2019, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une critique de film d'actualité. J'ai l'impression que la dernière fois la France avait même pas encore gagné la Coupe du Monde. Et on se retrouve pas pour n'importe quel film aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir, comme pour chacun de ces longs métrages en règle générale finalement, que je vais vous parler de Spike Lee avec le film Da Five Bloods, frères de sang. Oh no! Au casting principal de Da Five Bloods, on retrouve notre Black Panther international Chadwick Boseman, accompagné entre autres de Clark Peters ou Delroy Lindo, et évidemment nos petits Frenchies nationaux, Jean Reno, Mélanie Thierry, eux-mêmes accompagnés d'un acteur que Spike Lee apprécie beaucoup, qui avait déjà joué dans BlacKkKlansman, Jasper Pakkonen, que vous avez probablement vu aussi dans Vikings. Et alors après BlacKkKlansman, après ce chef-d'œuvre extraordinaire qu'était BlacKkKlansman, j'ai envie de le dire parce que vous savez tout l'amour que j'ai pour ce long métrage, j'attendais avec impatience le retour de Spike Lee au cinéma, ou plutôt sur Netflix, puisqu'effectivement le film est estampillé Netflix. On y reviendra, mais pour le coup je trouve que c'est une bonne chose. Vous savez qu'en règle générale, moi je suis plutôt partisan d'aller voir des films au cinéma largement, voire même, pourquoi pas un jour, avoir des films, comme il avait été le cas notamment pour Irishman, directement au cinéma pour ensuite une sortie nationale, voire mondiale sur Netflix. Mais là pour le coup, vous allez voir que Spike Lee se joue tellement de sa technique et des formats de cinéma, etc. lors du long métrage Da Five Bloods que c'est un film presque rêvé pour Netflix parce que je suis pas forcément convaincu que ça aurait autant marché au cinéma. L'aspect technique est absolument sensationnel dans Da Five Bloods, tout en faisant passer plusieurs messages et pas uniquement ceux qui passent d'habitude dans son cinéma. À savoir que le nouveau scénario de la pépite Netflix ne sort pas de nulle part, c'est adapté d'un ancien script de Danny Bilson. Pour info, il n'a pas été géré avec énormément de budget, 35 à 45 millions a priori pour le film, ce qui n'est pas énorme, d'autant plus quand on pense que ça a été en partie financé par Netflix, qui alors n'hésite pas à aligner les bifetons. On pense notamment à Irishman qui a réussi à sortir grâce à Netflix. Je vais donc essayer de scinder la critique en 3 parties, on va parler des messages dans un premier temps et de l'histoire en règle générale, pour arriver ensuite sur la technique incroyable, et ça c'est vraiment ce qui m'a le plus bluffé de Spike Lee dans Da Five Bloods, pour terminer évidemment par les acteurs. Jasper Pakkonen, j'adore ce mec. I have to be very careful. And that means knowing exactly who I am in business with. Et alors avant de rentrer plus en profondeur dans le long métrage, de quoi ça parle déjà Da Five Bloods? Frères de sang, c'est l'histoire de 4 vétérans de la guerre du Vietnam de nos jours qui vont retourner au Vietnam pour aller récupérer des lingots d'or et le cadavre d'un des leurs qui avait été tué justement pendant cette guerre du Vietnam. C'est pas un spoil du tout puisque c'est expliqué dès les 3 premières minutes du film. À partir de cette trame narrative, on va jouer sur plusieurs formats, on va notamment jouer sur des flashbacks pour comprendre l'histoire justement de ces mecs-là au Vietnam, et c'est tout ce qui va naviguer autour de cette histoire qui tient sur un timbre qui est extrêmement minimaliste qui est intéressant. Parce que si je vous en parle comme ça, effectivement, c'est pas le plus grand Spike Lee en termes de scénario. C'est un film qui dure 2h35, qui est long, il y a pas mal de longueur, je pense qu'il aurait gagné à mon avis à être un peu plus rythmé, ou en tout cas un petit peu réduit, parce qu'on sent qu'à certains moments Spike Lee essaie vraiment de délivrer ses messages au travers de scènes qui ne sont pas forcément utiles, ou en tout cas qui n'aident pas particulièrement au scénario. Mais au-delà de ce scénario assez minimaliste, c'est cette envie pour Spike Lee d'inclure sa filmographie et d'inclure son cinéma dans la guerre du Vietnam. Il veut poser sa marque avec ses idéologies à lui, avec sa patte à lui, et toute la trame narrative de la guerre du Vietnam sera une immense mise en abîme cinématographique pour ensuite parler effectivement de tous les sujets que Spike Lee adore, que ce soit effectivement la lutte des classes, les droits afro-américains, beaucoup de tacles à la jugulaire directement à la Paolo Maldini pour Donald Trump, ça il va y en avoir beaucoup
beaucoup. Ça, on le voit tout de suite dès le début du long métrage, puisqu'il commence avec un discours fort de Mohamed Ali en images d'archives. Non seulement les images d'archives qu'il va mettre dans son long métrage aident à cette mise en abîme cinématographique, mais ils vont aussi incarner toujours ce combat acharné de Spike Lee, commencé avec Mohamed Ali, terminé avec un discours. La dernière scène qu'on voit, c'est un discours de Martin Luther King, d'autant plus à l'époque de la guerre du Vietnam. Il y a tout un écho où Spike Lee va utiliser toutes ses références, sa filmographie, ses images d'archives, pour offrir, si vous voulez, son film sur la guerre du Vietnam. On sent qu'avec ce long métrage-là, et ce bien avant le système artistique, c'est une envie pour lui de s'inclure et de parler, de discuter de cette guerre du Vietnam, comme une volonté de se jouer d'énormément de codes aussi cinématographiques de cette guerre du Vietnam. Il y a un plan où on voit les 4 personnages principaux en train de danser dans une boîte de nuit avec derrière le logo et le poster d'Apocalypse Now. On va retrouver la musique de la chevauchée des Valkyries quand ils arrivent justement dans le Vietnam profond, là où ils ont combattu. On retrouve énormément de plans, j'en parlerai après dans la technique, proche de Platoon, d'Apocalypse Now, de tous ces films-là. Il revisite cinématographiquement la guerre du Vietnam, mais il l'inclut dans sa filmographie avec ses pensées, ses propos et toutes ses idéologies. C'est le message de Spike Lee, surtout quand on pense que l'histoire originale de Da 5 Bloods tient effectivement sur un timbre. Ça reste 4 vétérans qui veulent aller chercher le cadavre d'un des leurs et de l'or. Alors vous connaissez l'amour inconditionnel de Spike Lee pour Donald Trump, effectivement. Il faut savoir qu'il y aura énormément d'enjeux qui seront propres à l'heure actuelle, à ces idéologies actuelles. Un des personnages principaux afro-américains aura voté Donald Trump, serait un fervent partisan de Donald Trump. Ça donne une scène qui pour moi est extraordinaire. Alors c'est probablement la meilleure scène du film, où ce personnage-là, Paul, qui est complètement traumatisé, on va énormément jouer aussi sur le trauma de la guerre au Vietnam, et retourner au Vietnam avec ces vétérans-là, c'est aussi un message de fond, un message subliminal sur tous ces vétérans qui y ont laissé leur vie, évidemment les Afro-Américains puisque ça tient à Spike Lee, mais tout un tas de figures autour de cette figure du vétéran qui va essayer d'affronter ses propres démons. Et par cette notion d'affronter ses démons, le personnage de Paul va nous faire un regard caméra, une discussion en plan séquence. Alors j'ai trouvé ça absolument phénoménal. C'est un des personnages principaux du film qui va, pendant un moment, on suppose se parler tout seul et devenir complètement fou dans une jungle qui l'avait déjà tué il y a 30 ou 40 ans, et au fur et à mesure de sa marche, il va finir par regarder la caméra, et c'est là que je trouve le propos extraordinaire. La puissance de cette scène, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit filmique sur un plan séquence en regard fixe, où tu sens littéralement que le personnage principal s'adresse pas uniquement à lui-même, pas uniquement au spectateur, mais au gouvernement, à la guerre, à l'institution, aux militaires. C'est absolument phénoménal. Et ce qui est encore plus génial, c'est que le personnage en question est pourtant pro-Trump. Donc c'est toute la psychologie de Spike Lee qui est étudiée et qui va te dire d'accord, je vais te transmettre un message par le personnage qui a voté Trump. Et je trouve ça génial, d'autant plus que ces regards caméra, ces regards directement facecam, il y en aura plusieurs par ce protagoniste-là tout au long du film, c'est probablement les passages les plus puissants. On verra que Spike Lee n'hésite pas non plus dans son histoire à utiliser le cinéma et des notions de cinéma pour mettre en avant effectivement de grands noms afro-américains qui ont donné leur vie pendant la guerre du Vietnam, ou alors qui ont été des grands noms par exemple de l'athlétisme. Je pense à une scène notamment où les personnages de Da 5 Bloods vont citer plusieurs grands noms et vont leur dire écoute, moi un biopic sur lui ça m'intéresse pas, par contre ce mec là qui a donné sa vie pendant la guerre du Vietnam, lui il faut en parler. Et c'est à ce moment là que ça prend presque un format, vous verrez ensuite, documentaire, puisqu'on va avoir des images d'archives, des photos d'archives où effectivement Spike Lee nous montre des gens ayant réellement existé, dont il fait l'éloge par son cinéma. La mise en abîme qui devient historique, presque documentaire. Il y a une autre séquence qui adopte à peu près cette stratégie, on va parler de Moses, qui était, me semble-t-il, un ancien sauteur de haie si je ne m'abuse, qui va être utilisé dans une scène où il y a énormément de tension. Ça reste une des scènes les plus marquantes et les plus dures psychologiquement, puisque c'est un film qui est émouvant, il est drôle, il y a beaucoup d'humour. À certains moments, on peut même imaginer qu'il y a un format parodique, mais tout en gardant suffisamment de recul pour que l'humour, on se rende compte, comme dans beaucoup de films de Spike Lee, je pense à Black Landsman par exemple, qui était très drôle tout au long du long métrage, pour avoir une fin saignante, cinglante et extrêmement dure psychologiquement. Pourtant, Black Landsman, il y avait tellement de dérision, si vous voulez, de ce Ku Klux Klan, qu'on en était même à se demander si c'était pas parodique de cette secte, puisque justement Spike Lee se foutait littéralement de leur gueule, et toujours avec suffisamment de recul pour qu'on comprenne le danger initial. C'est exactement la même chose dans la guerre du Vietnam avec Da 5 Bloods. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de second degré, il y a même parfois de la parodie, mais on a suffisamment de recul pour comprendre la gravité de certaines situations, notamment sur le final, où effectivement on revient de nos jours, et loin de la guerre du Vietnam, on se rend compte que les problèmes afro-américains, la lutte de leurs droits, c'est quelque chose qui n'est toujours pas acté. Et comme j'ai pu le dire, c'est aussi une quête du pardon, une quête personnelle. Tous ces vétérans qui vont justement
justement revenir sur le Vietnam pour pouvoir s'émanciper de leurs démons, pour pouvoir affronter des fantômes, pour pouvoir affronter des idéologies qui les dépassent. Là aussi justement on s'éloigne largement du simple cadre du film parodique ou du simple cadre de Spike Lee pour arriver vers une tranche d'âge où effectivement on en arrive à cette même conclusion que Spike Lee décide de s'inclure dans la guerre du Vietnam, réécrire la guerre du Vietnam avec son cinéma à lui tout en le respectant religieusement et avec effectivement ses messages et avec ses idéologies. En fait, si vous devez retenir quelque chose du message de Da Five Bloods, c'est que la guerre que mènent ces Afro-Américains, elle sera en dehors du Vietnam. C'est un parallèle avec l'actualité dont la forme est souvent au final utilisée au service du fond, ne serait-ce que les valeurs fraternelles ou familiales qui sont aussi extrêmement importantes au sein du film, chose que fait souvent Spike Lee. On avait parlé précédemment de He Got Game avec la relation père-fils, c'est exactement la même dans sa complexité qu'il pourra y avoir ici, et c'est une quête du père qui va se retrouver à travers cette quête du Vietnam. Effectivement, le plus grand combat est donc à l'extérieur de cette guerre. C'est pour ça que je trouve qu'à travers une histoire et à travers un rythme qui est assez bâtard et une histoire qui tient sur un timbre, on a largement plus de choses qui sont intéressantes dans Da Five Bloods. I have to be very careful. And that means knowing exactly who I am in business with. Au niveau de la technique, c'est là où le mec m'a bluffé. Alors j'ai beaucoup parlé de l'histoire, mais vous allez voir que sur la technique ce sera plus court, mais c'est pourtant ce que j'ai préféré. Faut savoir que Spike Lee, j'en parlais justement vis-à-vis de Netflix, il a eu raison de sortir ça sur Netflix parce qu'il va constamment jouer de ses formats. Format purement cinématographique, format 4/3, format documentaire ou alors format en 1,85 il me semble, qui est à l'origine en pellicule. Le format cinématographique, ce sera le format de nos jours, avec une belle photographie, avec une image élégante, avec les plans dont il a le secret. On retrouve énormément de situations propres à la filmographie et aux films et aux œuvres de Spike Lee. Mais jusque maintenant, c'est un format relativement classique pour traiter des faits d'actualité. Ce qui est intéressant, c'est les formats flashback. Non seulement les formats flashback seront filmés en 4/3, mais la photographie sera écœurante. Les plans champ contre champ seront faits n'importe comment, enfin je veux dire, il n'y a absolument aucune mise en scène. Et c'est là que je trouve que c'est justement génial. Parce que vous allez voir que sur les scènes de combat, c'est grossier, la caméra est vraiment poussiéreuse, c'est crade mais pas dans le bon sens du terme, on a l'impression de voir un film avec 10 $ de budget. Mais c'est le but, c'est tout le but, puisqu'il fait quoi en plus en mettant son format en 4/3? Il te prône un format documentaire. D'ailleurs, à ce niveau, la bande-son de Terence Blanchard, petit habitué de Spike Lee qui va à merveille avec l'environnement du film, n'apparaît souvent que lors de segments tournés en format documentaire ou 1,85, comme si c'était la seule dimension filmique que Spike Lee autorisait et accordait à ces moments. D'ailleurs, si vous êtes fan de la musique, tout le long du long métrage, vous le verrez, c'est clairement sponsorisé Marvin Gaye, voire un morceau des Chambers Brothers, qui était un groupe de 5 Afro-Américains, représentation de ses frères de sang, tout est lié dans la BO. Et il y a un troisième format qui arrive ensuite, qui est le format dont je vous parlais un petit peu plus Platoon, qui sera justement le format de notre époque actuelle, mais où les vétérans sont maintenant au Vietnam, en quête justement de ces lingots d'or, qui rappelle effectivement les formats qu'on pouvait retrouver, la pellicule qu'on pouvait retrouver dans les années 70-80. Et va inclure beaucoup de choses très intéressantes à travers ces trois formats-là. Le format cinématographique classique, on va passer outre parce que c'est vrai que c'est pas celui où il y a le plus à dire. Là, on va vraiment se focaliser sur les deux autres et on va commencer par le format documentaire. Le format en 4/3, avec son image extrêmement crade, on peut déjà imaginer que par cet aspect documentaire, filmé comme un documentaire, c'est pas un documentaire, mais c'est filmé comme un documentaire, il pose déjà sa patte documentarisée sur la guerre du Vietnam. Il va aussi, et c'est très intéressant, faire en sorte que lors de ces images qui sont filmées à l'époque de la guerre du Vietnam dans les années 70, les acteurs en question ne sont pas rajeunis comme dans The Irishman, ou alors il n'y a pas des acteurs qui ont été choisis pour les jouer jeunes, mais il va les garder vieux, tels quels. On peut presque imager l'idée du coup que Spike Lee nous dit, cette vision de la guerre du Vietnam, je la garde vieille parce que c'est la vision de mes personnages d'aujourd'hui sur la guerre qu'ils ont vécue. C'est ça que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'on laisse ces personnages âgés pour illustrer leur vision de la guerre, leur trauma et tous les messages qu'ils véhiculent, d'autant plus qu'ils sont dans les moments en flashback avec Chadwick Boseman qui lui fait extrêmement jeune, on lui donne 20-25 ans pas plus. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres, je pense que Chadwick Boseman, vous allez voir, il est très peu présent dans le long métrage, c'est lui la représentation du pardon. Je pense que c'est lui qui représente la personnification de la guerre du Vietnam, du trauma. C'est pour ça aussi que justement ces 4 vétérans vont aller chercher son corps. Et c'est lui qui va symboliser cette quête de soi, cette quête du pardon que le personnage de Paul va notamment illustrer. Là où à contrario, tous les plans, même avec Chadwick Boseman, seront des plans avec les personnes âgées telles qu'on les voit dans le présent. C'est la démarcation absolue
de la vision de ces personnes-là du Vietnam, donc cette vision très néfaste, très obscure, et la vision de Chadwick Boseman qui était une vision en temps réel de l'œuvre. Et le troisième format dont je vous ai parlé, c'est le format qui arrive à peu près à la moitié du film, où à partir du moment où on va arriver au Vietnam et on va aller chercher justement ces lingots d'or, où là vraiment il reprend les codes, mais alors par tout un tas de plans, par tout un tas de mise en scène, de musicalité, enfin les passages dans les chandries, les passages avec les photos en noir et blanc que certains personnages vont prendre, il y a énormément de choses qui rappellent effectivement cette guerre du Vietnam de nos jours. Effectivement, je pense que l'idéologie même de Spike Lee à ce moment-là, c'est d'utiliser le format pour d'autant plus se jouer de ces codes historiques, d'autant plus se jouer des films de guerre de l'époque et inscrire son nom religieusement dans cette guerre du Vietnam. Et ça, c'est vraiment bien vu et vous allez voir que tout au long du long métrage, il va jouer sur ces trois formats. Et c'est vrai que jouer constamment sur des vidéos d'archives, des images d'archives, plus un format caméra qu'on va avoir presque en caméra embarquée quand l'un des personnages commencera à filmer un petit peu les alentours du Vietnam. Il faut le faire. Je comprendrais que ce film-là ne soit pas vraiment apprécié, même si je pense que si on va chercher un peu plus loin, c'est un film qui est extrêmement puissant, extrêmement profond et qui est redoutablement intelligent et d'une technique hors norme. Techniquement, je suis désolé, mais je trouve qu'il a encore élevé son niveau de jeu. I have to be very careful. And that means knowing exactly who I am in business with. Et alors dernier point, mais pas des moindres, le casting. Alors je vous ai déjà parlé de Chadwick Boseman qui est pour moi représentation de cette guerre, représentation du pardon, de cette quête de paix avec soi-même. Il a été présenté comme l'un des personnages principaux du long métrage, pour moi ce n'est même pas le cas. Les personnages principaux à mes yeux, ça reste les vétérans, qui jouent tous à la perfection, mention spéciale à Delroy Lindo qui est absolument extraordinaire. Et c'est un film, quand on va chercher un peu plus loin, qui a quand même un gros casting. Jean Reno, qui est plutôt intéressant, alors on le voit pas forcément beaucoup non plus, lui c'est plus dans la trame narrative qui va être important pour l'exécution de toutes les péripéties. Mélanie Thierry pareil, Jasper Pakkonen pareil, et il y a même pour l'anecdote l'acteur qui jouait le personnage principal du film Le Cas Richard Jewell de Clint Eastwood. Des acteurs de renom qui sont sélectionnés parfois pour des rôles secondaires, et si l'ensemble livre ses gammes, j'ai juste un mot, ma petite déception sur Da 5 Bloods, c'est Jasper Pakkonen. Jasper Pakkonen, vous l'avez probablement vu dans Black Landsman, vous l'avez probablement vu dans Vikings, puisqu'il est arrivé en saison 4 je crois, saison 4 et 5 il me semble, peut-être même un petit peu avant, peut-être même en saison 3, et alors pour être honnête avec vous, c'est un des acteurs que j'adore, d'un charisme incroyable. Alors dans Black Landsman, quand il jouait l'espèce de néo-nazi du Ku Klux Klan, il était extraordinaire, il était flippant, il avait un regard face à Adam Driver qui était absolument remarquable, et là, dans Da 5 Bloods, il ne sert absolument à rien. Et c'est assez étonnant, alors je pense que c'est un clin d'œil, parce que Spike Lee l'a dit, hein, à travers Black Landsman, il a fait des éloges de Jasper Pakkonen, comme quoi c'était l'un des meilleurs acteurs qu'il avait jamais vu jouer, qu'il était absolument sensationnel dans ce rôle-là, qu'il voulait absolument que lui, parce qu'il l'avait bluffé. Alors faut savoir qu'il est devenu très pote avec Jean Reno à la suite du tournage de Da 5 Bloods. Je vais en rester à Jasper Pakkonen. Par rapport au talent de l'acteur, c'est assez subjectif, mais ça tend aussi vers l'objectivité. J'aurais aimé en voir plus, puisque moi c'est un acteur que j'adore, et je trouve que son rôle n'est pas à la hauteur de son talent. Il est extrêmement minimaliste. Et il est même de l'ordre de la figuration, puisque parmi les trois blancs, les trois personnages blancs qui vont justement aller au Vietnam avec les vétérans, c'est celui qu'on voit le moins, qu'on étudie le moins, et je pense que c'est de l'ordre du clin d'œil pour Spike Lee. Il faut peut-être pas aller chercher plus loin, c'est peut-être juste Spike Lee qui a voulu faire un clin d'œil à cet acteur-là, et qui lui a dit oui, je vais te mettre effectivement dans Da 5 Bloods, mais le rôle sera moindre, ce sera pas comme dans Black Landsman. Je vous dis ça presque comme un conseil, parce que moi quand j'ai vu le film, c'est vrai que c'était une grande partie aussi des attentes que j'avais, c'était de me dire putain, Jasper Pakkonen, yes, il revient après Black Landsman, ça va être absolument monstrueux. Il était présent dans la bande-annonce, au final il n'est pas très utile. Faudra pas non plus s'attendre à beaucoup de frasques par exemple de la part de Mélanie Thierry ou Jean Reno, même si le personnage de Jean Reno est intéressant parce que il étudie très bien tous les problèmes qu'il peut y avoir avec Trump, mais aussi toute cette relation d'amour et de haine qu'il peut y avoir entre les États-Unis et la France, ne serait-ce que via quelques pics à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, où Jean Reno est l'un des personnages justement de Da 5 Bloods, pour dire bah attends, vous étiez où pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez absolument rien fait pendant la Seconde Guerre, vous avez été complètement perdant, et Jean Reno va même répondre à ce personnage-là en disant bah oui, on a fait exactement ce que vous avez fait au Vietnam, on a perdu, on n'a pas été bon. Il y a énormément de situations en fait qui vont rappeler au passif historique des deux pays par la classe de Jean Reno, que je trouve toujours très bon quand il est dans des productions américaines. Alors c'est l'une des rares choses que j'avais apprécié dans le film Godzilla de Roland Emmerich, même si je déteste pas le Godzilla de Roland Emmerich, je trouve qu'en termes de réinterprétation française et en termes de second degré à la française, Roland Emmerich avait fait un travail génial avec les Jean-Philippe, Jean-Luc, Jean-Pierre, Philippe Laroche, etc. We've secured the doors on the upper levels. Where is Jean-Philippe and Jean-Pierre? They didn't make it. Et justement le personnage de Jean Reno. Donc cette connotation
un peu franchouillarde avec justement les Américains pure souche, elle est assez intéressante. C'est donc tout ça que j'ai à vous dire sur Da 5 Bloods. Bon, la critique va durer 45 ans. Dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. C'est évidemment un film dont il faut discuter, c'est plus qu'une critique, c'est plus qu'une analyse, c'est voilà, un débat. Je vous offre un débat sur Da 5 Bloods parce que je pense que c'est un film qui fera parler. Vous connaissez mon amour pour Spike Lee qui, avec Quentin Tarantino, peut-être un ou deux autres, Steven Spielberg notamment, fait partie de mes réalisateurs de prédilection. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film. Il va diviser. Je pense que c'est un film qui va énormément diviser. Il est assez long, mais c'est vrai que sur ses messages, je l'ai adoré. C'est un film qui, je pense, sera important. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, un pied dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Parce qu'il toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.